Jean-Marc Morisseau va venir nous parler du loup ce matin en historien. Il est professeur d'histoire moderne à l'université de Caen, président de l'association pour l'histoire des sociétés rurales, directeur et fondateur de la revue Histoire et Sociétés rurales. Il co-dirige avec le géographe Philippe Madeline le pôle rural de la Maison de la recherche en sciences humaines de l'université de Caen. Ses travaux portent sur l'histoire rurale, l'histoire agricole et l'histoire de l'environnement, qu'il envisage essentiellement à partir de l'étude du loup. Il mène un très important programme de recherche sur l'histoire du loup. En tant qu'historien, le loup lui permet de révéler le fonctionnement des sociétés, parce que pendant des siècles, le loup a été considéré comme l'ennemi numéro 1, et il a généré des politiques publiques de gestion qui ont fortement varié selon les époques, et c'est ce dont Jean-Marc Morisseau va nous parler ce matin. Merci beaucoup, Rémi. Donc bonjour à toutes et à tous, chers collègues, chers amis, visiteurs. Je reconnais plusieurs têtes. Je suis très content de retrouver dans cette salle. Alors, en 20 minutes maximum, je vais essayer de faire un tour de presque 2000 ans d'histoire en ce qui concerne les relations entre l'homme et le loup, sous un angle négatif, car de tous les nuisibles que nous affectionnons aujourd'hui, ou plutôt tous les anciens nuisibles, puisqu'il n'est pas politiquement correct de parler de nuisibles aujourd'hui, donc de tous les anciens nuisibles, et en tout cas de tous les animaux sauvages, le loup est sans doute celui qui a laissé le plus de traces dans nos archives. On peut évaluer à plus de 1 million de documents les traces qu'il a laissées en Europe, et certainement à plus de 100 000 les traces qu'il a laissées en France. Et ces traces, elles tiennent à des situations de conflit, parce que justement, le loup a été considéré sans hésitation comme le pire des animaux prédateurs nuisibles en Europe depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Alors quelles sont les raisons finalement qui ont poussé les sociétés humaines à le considérer ainsi, et quels sont les moyens que les gestionnaires ont mis en œuvre en quelque sorte pour assurer sa chasse et si possible son extinction, qui était considérée finalement comme un progrès de l'humanité. Évidemment, on n'était pas conscient qu'on faisait en quelque sorte une évolution historique anthropologique ou anthropocentrée, ou tout au moins on partageait cette conviction-là. Et donc ce sont ces deux éléments-là que je vais évoquer donc avec vous aujourd'hui. Alors, oui, ici, voilà. Alors aujourd'hui, bon, le loup est un animal revenu naturellement dans des conditions protégées qui occupe ponctuellement presque une moitié du territoire français et qui pose surtout des problèmes à l'élevage. Et dans ce secteur de l'élevage, en particulier à l'élevage ovin, caprin, même si très subalternement, mais c'est quand même important de le dire, d'autres secteurs de l'élevage sont concernés. En revanche, pour les époques historiques, si on regarde l'ensemble de l'Hexagone, le loup était présent dans tout le territoire, de la pointe bretonne jusqu'à l'Alsace, depuis la mer du Nord jusqu'à la Méditerranée, et les primes, les gratifications auxquelles donnait lieu la prise de loup permettent de se rendre compte que le territoire français, à la fin du XVIIIe siècle, vous l'avez derrière moi, était occupé par le loup partout, sauf la Corse, mais il n'y a jamais eu de loup en Corse, et on abattait 5 à 6 000 loups chaque année. Et là, on a une carte avec à peu près deux années de prise de loups qui nous montre, même si tous les loups ne sont pas là, parce que tous les loups ne sont pas primés, mais une grande majorité l'est. Donc on a quand même là un bon indicateur des zones de présence du loup. Le loup présent partout, y compris aux portes de Paris, n'allez pas imaginer qu'il s'agit là d'une histoire très ancienne qui remonterait au Moyen-Âge, puisque au XVIIIe siècle encore, le grand dauphin chasse le loup au bois de Boulogne, et surtout au XIXe siècle, ici, dans le hasard de l'enquête que je conduis sur la question du loup, aux Archives nationales, on retrouve donc en 1813, vous voyez, une meute entière, finalement, à quelques 8 km de la porte de Pantin, puisqu'il s'agit d'une meute installée dans la forêt de Bondy, 1813. Alors ce loup, évidemment, et cela ne surprendra personne, il a été considéré comme un animal nuisible d'abord parce qu'il s'attaquait au secteur ovin-caprin.
qui jouait évidemment un rôle important dans l'ensemble des populations européennes, à commencer par les populations méditerranéennes, bien sûr, mais que l'on retrouve dans, finalement, toutes les régions. Alors là, la littérature, l'histoire regorge évidemment d'exemples de ces attaques de loups sur le menu bétail, et avec le phénomène du surplus killing que chacun connaît bien, il y avait souvent, pas toujours, mais beaucoup plus de victimes animales égorgées, blessées ou apeurées qu'on est obligé d'abattre que d'animaux vraiment tués par le loup. Ce qui, évidemment, est le problème d'aujourd'hui. Ce problème d'aujourd'hui est un problème que les Européens connaissent depuis l'Antiquité et qui a justifié d'ailleurs les premières primes de gratification contre le loup à l'époque de Solon l'Athénien au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais ce que l'on a oublié, et ce qu'on commence à retrouver maintenant, c'est que, en dehors du secteur ovin qui est capital, je l'accorde, en dehors du secteur ovin, le gros bétail, lui aussi, pouvait être occasionnellement victime des loups. C'est le cas du secteur ici des bovins, et ce tableau qui est le pendant de Brascassa, du tableau qui figure dans finalement la première page, la couverture du programme qui nous réunit aujourd'hui. Donc on est là grâce à Brascassa. Eh bien on reprend Brascassa cette fois 10 ans après. Ce sont des vaches qui sont attaquées par des loups et sauvées par des taureaux. Il est évident que c'est une peinture de genre qui n'aurait aucun sens si la réalité ne se produisait pas plusieurs milliers de fois. On peut imaginer entre 8 et 10 000 bovins qui, chaque année, étaient donc dévorés par les loups. Mais c'est comme les secteurs ovins, c'était jamais concentré, c'était très dispersé, avec une très forte inégalité du risque par rapport à l'animal. Et puis le secteur également, évidemment, des chevaux, le secteur équin, avec les mulets, avec les ânes et surtout les chevaux, qui payaient un tribut important. Pareil, plusieurs milliers évidemment d'animaux qui étaient attaqués, blessés ou dévorés par des loups. Et ces deux secteurs sont assez importants parce que, en dehors de l'élevage, en dehors de l'agriculture elle-même, qui jouait jusqu'au XVIIIe et XIXe siècle un rôle sans commune mesure avec celui d'aujourd'hui, ce n'était pas un secteur en quelque sorte secondaire ou subalterne, c'était le fondement de la richesse européenne, à part quelques États, jusqu'au XVIIIe, voire jusqu'au XIXe siècle. En dehors de l'agriculture, si le loup attaque les vaches et également les chevaux, il s'en prend à d'autres secteurs, le secteur secondaire et le secteur tertiaire en particulier, parce que en attaquant les vaches, il peut attaquer notamment les investissements des populations urbaines qui prenaient beaucoup de baux à cheptel à une époque où le livret de caisse d'épargne n'existait pas, et donc ça, quand on attaquait un veau ou une vache, cela compromettait le placement finalement des populations bourgeoises qui louaient des vaches aux ruraux. Quant aux chevaux, vous savez qu'évidemment, ils alimentaient les forges, il y avait des voituriers, donc ils étaient là pour le commerce, pour l'industrie sidérurgique également, et donc le loup est un des rares animaux qui a perturbé occasionnellement, quelques jours, quelques semaines, l'industrie sidérurgique en arrêtant des arrêts, en obligeant finalement un certain nombre d'entrepreneurs à réduire ou arrêter l'activité sidérurgique à cause d'attaques de loups. Donc là, on mesure déjà que la question des rapports entre l'homme et le loup n'a pas exactement la même proportion, la même incidence que dans nos sociétés contemporaines. Et cela explique que les administrateurs, à commencer par les maires, qui sont évidemment à l'écoute des intérêts fondamentaux de leurs concitoyens, souvent se réunissent. Et là, on a une pétition en 1813 d'une dizaine de maires de l'arrondissement de Parthenay qui montre que le loup attaque toutes les catégories animales, perturbe l'élevage, jusqu'à créer des problèmes évidemment de gardiennage et d'organisation de l'élevage. On est non pas dans les Alpes, on est dans l'Ouest. Cela ne concerne pas uniquement les moutons, mais toutes les catégories animales. Vous les voyez apparaître ici. Alors, il y a enfin un tabou qui ne posait aucun problème quand on en parlait, jusque vers 1920-1930, mais qui, depuis le renversement de l'image du loup et du statut du loup, en pose un à nos contemporains qui ont une certaine amnésie à l'égard de l'histoire et qui considèrent que finalement le discours des historiens est un discours très critiquable, alors que le discours des biologistes qui portent sur le temps actuel, mais surtout pas sur le temps passé, est recevable. Et parmi ces éléments-là, il y a les attaques sur l'homme.
notre image négative que l'on a dans toute l'Europe, hein, ce n'est pas propre à la France, du loup, elle fonctionne d'abord à cause des attaques sur le gibier, sur le bétail, évidemment, mais elle fonctionne aussi à cause des attaques sur l'homme. Alors, ces attaques sur l'homme, contrairement à ce qu'on a bien voulu croire également, elles ne sont pas liées à l'Église, à la religion chrétienne ou au Moyen-Âge, mais elles existent bien avant, et les antiquistes ont bien montré que depuis l'Antiquité, effectivement, on a occasionnellement des attaques de loups anthropophages ou bien de loups enragés, selon les cas. Et là, les monnaies romaines, les monnaies gauloises, pardon, en sont un des témoignages parmi bien d'autres. Et puis, évidemment, après le Moyen-Âge, quand l'administration se met en place, quand les archives se développent à l'échelle locale, on a notamment avec les actes de décès des détails très précis pour les attaques de loups occasionnellement anthropophages qui dévorent et consomment une partie des enfants ou des femmes dans certaines régions françaises. Et là, on a des centaines et des centaines d'actes de ce type qui permettent des utilisations statistiques et quantifiées, évidemment, de la documentation. Mais ça ne s'arrête pas au XVIIe ou au XVIIIe siècle, puisque au XIXe siècle encore, toujours à l'époque de Brascassa, à l'année même quasiment de la figure emblématique de ce colloque, paraît un autre tableau qui est celui de Grenier de Saint-Martin, qui montre des petits paysans attaqués par des loups, avec le frère qui défend le grand frère, qui est son petit frère, attaqué par un loup. Encore une fois, ce genre de peinture de genre n'aurait aucun sens s'il ne se rapportait pas à des événements récurrents dont il s'agissait des derniers cas d'attaque de loups sur des enfants. Effectivement, les années 1820-1830 correspondent à ces derniers cas. Après, il n'y a plus que des attaques de loups enragés. Alors, les maires, hein, puisqu'on a souvent accusé, quand on ne connaît pas l'histoire, on a souvent accusé les curés d'avoir imaginé, en quelque sorte, dans leurs milliers de registres, d'avoir inventé des actes d'attaque de loups. Les maires du XIXe siècle, qui n'ont aucune prétention théologique particulière, dans leurs actes purement administratifs, également, quels que soient les départements, enregistrent les dernières attaques de loups prédateurs dans les années 1810 et 1820. Vous en avez un échantillon ici. Et l'enquête nationale que j'essaye d'organiser a un volet effectivement sur les victimes de loups en France, et on voit que la plupart des départements sont concernés par les attaques de loups sur l'homme depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle, hein, et que les régions où ces attaques sont les plus importantes, le Val-de-Loire, la Bourgogne, le Sillon rhodanien, la Bretagne, ne sont pas les secteurs montagnards ou les secteurs alpins qu'on voit aujourd'hui, parce qu'évidemment le loup ne peut attaquer l'homme que là où l'homme est vraiment présent, c'est-à-dire sur les plateaux, dans les plaines et dans les systèmes d'élevage, finalement pas loin des villes. Alors, quand on regarde un peu aussi ce qui a cimenté cette vision négative du loup, il faut absolument distinguer, mais absolument, deux types finalement d'événements négatifs. Celui qui est lié au loup enragé, qui attaque tout au long de l'année, perturbé par la maladie, et qui attaque toutes les catégories sociales et tous les éléments qu'il rencontre, vivants, animaux et hommes, évidemment, quel que soit leur âge. Alors que, au cours de l'année, les loups prédateurs, eux, n'attaquent pas pendant l'hiver, évidemment, où il n'y a quasiment personne dehors, mais surtout au printemps et à l'été, là où toutes les conditions, notamment écologiques et environnementales, sont favorables pour, occasionnellement, permettre à ces loups d'avoir des proies parmi les enfants qui gardent les troupeaux ou qui aident également à l'agriculture. On le voit très bien quand on met le calendrier mensuel des victimes de loups prédateurs par rapport au grand mouvement des activités économiques qui a été fondamental pour l'Europe jusqu'au XIXe siècle, à travers notamment l'élevage, mais également la culture des champs. C'est évidemment pendant les périodes de fenaison, de moisson, que les risques étaient les plus importants. Alors, bon, évidemment, derrière, il y a toute une sociologie de la vulnérabilité, c'est-à-dire que pour les loups qui attaquent les populations en tant que prédateurs, ce sont les êtres les plus vulnérables, qui correspondent en général aux enfants gardiens de troupeaux, qui se situent vraiment en bas de l'échelle sociale et qui sont dans des situations souvent à risque par rapport aux autres catégories sociales. Alors que le loup enragé s'en prend à tout le monde, c'est quiconque a le malheur de se trouver devant lui, et là on a toutes les catégories sociales qui sont représentées. Alors donc, bref, le loup n'est quand même pas l'ami des hommes. Hein. Tout au moins, les hommes ont considéré que le loup n'était pas leur ami pendant très longtemps. Et donc, dans ces conditions, pour assurer leur propre sécurité,
alimentaire, économique et puis même physique, hein, ils ont recouru à toute une série de mesures de défense, à commencer par une institution unique dans le monde, la louveterie, hein, qui remonte soi-disant à Charlemagne, en tout cas qui est une des plus lointaines institutions qui existent, puisqu'elle a fêté, soi-disant, son 1200e anniversaire il y a 2 ou 3 années. Cette institution, elle a évolué évidemment dans le temps, et elle a joué un rôle important, très inégal selon les époques. Ça dépendait des finances. Et là, sous l'Ancien Régime, au XVIIIe siècle, vous avez une carte des lieutenants de louveterie qui est 15-20 fois moins dense que celle qu'on pourrait faire pour le XIXe siècle, à une époque où l'administration et Napoléon avaient décidé de ne rien payer, de ne rien verser et de considérer les lieutenants de louveterie comme des agents bénévoles, comme ils le sont aujourd'hui. Donc on a vraiment une opposition entre deux périodes ici, l'Ancien Régime et puis le XIXe et le XXe siècle. Toujours est-il qu'au XIXe siècle, cette institution fonctionne parce qu'elle rappelle un peu l'Ancien Régime, elle s'adresse notamment aux aristocrates qui ont des meutes et elle leur donne un rôle social et symbolique extrêmement important, de protecteur également, en chassant le loup et en présidant aux battues. Donc je passe. En dehors de la louveterie, le loup est l'animal qui a suscité le plus de huées ou de battues. Alors depuis l'Antiquité, me direz-vous, mais c'est qu'au Moyen-Âge qu'on les voit vraiment se développer et au XVIe siècle se mettre en place un peu partout. Et en France, Henri III a pris même une mesure nationale enjoignant 3 battues par an, tant les loups étaient considérés comme dangereux pour le bétail et pour les hommes. On était, il est vrai, pendant les guerres de religion. Alors ces battues ne sont pas toujours très efficaces parce qu'elles se heurtent à des résistances. On réquisitionne des batteurs parmi les paysans et les artisans qui doivent pendant plusieurs heures durant des journées complètes, quel que soit le temps évidemment, avec des instruments à percussion, faire un bruit épouvantable pour chasser la faune sauvage vers une ligne de tireurs ou d'arquebusiers ou de fusiliers qui sont chargés de l'abattre. Mais le loup, évidemment, est un animal endurant, intelligent, qui souvent, évidemment, échappe. Et dans ces conditions, les battues ne sont pas toujours extrêmement efficaces, d'autant plus que pour chasser le loup, des conflits opposent les hommes, c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, pour savoir qui a le droit, en quelque sorte, ou privilège de traiter du loup. Eh bien, pendant des siècles et des siècles, savoir qui avait le droit de chasser le loup opposait les seigneurs aux justiciers, la louveterie de France, effectivement, et les eaux et forêts, dans des procès rocambolesques, hein, qui faisaient quelquefois le bonheur de l'animal chassé, parce que les hommes ne s'entendaient pas pour coordonner leurs efforts pour le gérer. Et on a encore des battues monumentales. Là, je vous en ai mis une dans le département de l'Yonne au XIXe siècle, où là, on a, c'est pour un arrondissement, on a, vous voyez, 1500 personnes de réquisitionnées. Il y a 5 arrondissements ce jour-là, donc il y avait 6 à 7 000 personnes qui ont réussi finalement à abattre 3 loups et en faire sauver une cinquantaine, bilan de l'opération relativement modéré, malgré l'ampleur, évidemment, de la réquisition. Et puis, le dernier élément, c'est que le loup justifie des primes. Alors, on l'a vu pour les loutres, mais c'est encore plus important que pour elles, des primes qui peuvent être très importantes, alors qui ont varié selon le temps, qui ont été liées au degré de dangerosité perçue de l'animal, bien entendu, puis aux finances disponibles. Hein. Et ces primes ont suscité des centaines, enfin des dizaines de milliers de documents qui s'étendent du Moyen-Âge jusqu'au XIXe mais même au XXe siècle. Alors on pourrait faire un tour de France. Vous voyez ici, on est à Caen et à Soissons. C'est quand même pas encore des régions, encore que Soissons c'est limite, mais qui sont recolonisées par l'animal. Mais toujours pour vous dire que la menace était perçue suffisamment importante pour que dans des régions comme celle-ci, les préfets de l'époque, on appelait les intendants, édictent des ordonnances pour primer le loup. Alors, il faut quand même vérifier quand même qu'on a bien tué le loup. Il y a des preuves, notamment les oreilles du loup, qui, dans des cas très rares, sont encore conservées. On a ici là 3 superbes cas dans l'Isère, dans les Deux-Sèvres et le département de l'Ourthe, qui nous montrent ces oreilles de loup de la fin du XVIIIe siècle ou du tout début du XIXe siècle, qui auraient d'ailleurs un intérêt également d'études génétiques, hein, cela va de soi, qui sont conservées dans les archives. On a même des archives un peu naturalistes dans notre documentation. Et puis les derniers loups permettent également, en dehors de la prime, d'aller faire des quêtes, en quelque sorte, parce que celui qui a tué un loup est considéré jusqu'au XXe siècle comme un protecteur de ses concitoyens,
il a fait œuvre de progrès social, de sécurité, et donc il fait une quête, et à travers la peau du loup qu'on lui donne, qu'il met sur un mannequin, il se promène de village en village, et là c'est le dernier loup primé en France adulte, celui de Saint-Jacques-des-Blas de 1927, dont la peau a pu être retrouvée. Et puis, à la faveur d'interventions sur le loup, eh bien, un certain nombre de nos concitoyens exhument de leur propre documentation, de leur propre chiffon, les restes des loups qui ont été tués par leurs aïeux au XIXe siècle. Là, on a un magnifique spécimen. Ce sont des éléments très intéressants pour faire une étude également rétrospective et génétique des populations de loups du passé. Voilà, je vous ai mis les dernières primes officielles en l'état de notre recherche, en quelque sorte, 1927 et 1929, que l'État a accordé sur les fonds du ministère de l'Agriculture pour détruire des loups. Mais il y a eu des primes encore jusqu'en 1954, puis là c'est le Conseil général de l'Isère qui a attribué 2 primes de 5 000 francs pour les 2 chasseurs qui avaient tué un loup, la louve ayant réussi à s'échapper, alors que l'État avait décrété que non, il ne s'agissait pas de s'opposer à primer le loup en 1954, mais qu'il n'avait plus d'argent. Et que pour justifier sa position, qu'il n'y avait plus de ligne de crédit accordée au ministère de l'Agriculture depuis 1925. Vous avez vu qu'on ne va rien dire si on est fonctionnaire, on n'a pas le droit de critiquer l'État, donc je vous laisse juste comparer les diapositives précédentes par rapport à 1925. Vous avez vu, il y a une petite erreur de date qui finalement a permis au Conseil général de l'Isère, lui, en fonction de la législation napoléonienne, d'octroyer des primes dans un endroit où, finalement, 50 ans plus tard, ça sera des amendes qui vont pleuvoir contre les chasseurs de loups, puisqu'entre-temps, le statut de l'animal se sera entièrement inversé, puisqu'on n'a pas fait les choses à moitié, évidemment. Le loup est devenu, entre-temps, il est passé du statut infamant du pire des animaux nuisibles au statut, finalement, maximal d'animal strictement protégé. Il n'y a pas de juste milieu dans la réglementation et dans son évolution. Donc, si vous souhaitez aller au-delà, je vous signale que sur Internet, dans ce qu'on appelle la forge numérique, vous tapez Pôle Rural Caen, vous avez des interventions détaillées sur ces questions-là. N'hésitez pas à aller les consulter, est-ce à votre disposition. Enfin, un site unique sur l'homme et le loup, qui comprend non seulement les victimes humaines de loups prédateurs, les victimes de loups enragés, mais également les primes de chasse. Et il y a beaucoup d'éléments maintenant sur la chasse au loup, qui s'appelle Hommes et loups 2000 ans d'histoire. Vous tapez sur Google, vous l'avez tout de suite en première page. Et il y a un crowdsourcing qui permet à chacun de critiquer, d'apporter des éléments qui sont soigneusement vérifiés et qui permettent d'alimenter, de corriger, de compléter et de faire évoluer ce site Internet. Merci de votre attention.